Le couloir en pierre sentait le grain humide et le savon mouillé. La cloche de la petite tour sonna longuement et hautement, et sœur Maura s'arrêta avec sa cruche d'eau, comme si le son l'avait retenue par la manche. Les portes du couvent étaient déjà ouvertes, et 2 écuyers vêtus d'uniformes étrangers apparurent dans le passage. Ils portaient un coffret et une lettre scellée. Depuis ce matin-là, une semaine ordinaire consacrée aux tâches ménagères s'était transformée en une semaine de vérification et de rumeurs. On se plaignait qu'une des religieuses avait rompu son vœu de chasteté. On disait que cela arrangeait un chevalier local, car juste à côté de la cellule de cette sœur se trouvait une étroite bande de terre appartenant au monastère qui gênait ses plans. Il affirmait que le monastère ne respectait pas ses statuts et que cette terre serait mieux utilisée pour les besoins de ses hommes. Le silence rendait les cellules étouffantes. Dans la cuisine, une marmite bouillait et les conversations se faisaient à voix basse. Quelqu'un a dit que le chevalier avait envoyé une note sur les punitions et qu'elle contenait des mesures sévères. Quelqu'un a ajouté que la mère supérieure n'agirait pas ainsi. Ce jour-là a commencé ce qui semblait être une querelle familiale sur les frontières et les rumeurs, mais qui est rapidement devenue une épreuve pour tous. Je suis heureux de vous voir ici. Je suis un conteur. Avant de commencer, je voudrais vous saluer et vous demander d'où vous regardez cette vidéo. Écrivez dans les commentaires d'où vous venez, sans préciser la ville ou la province. Partagez simplement votre lieu de résidence avec nous. Je vous souhaite une bonne écoute. La supérieure Agafia a reçu la lettre. Elle a dit qu'il s'agissait d'une plainte et d'une demande de convocation d'un tribunal ecclésiastique. Elle a ordonné de ne pas détourner le regard et de ne pas faire de suppositions. Elle a ouvert le livre des pénitences dans la bibliothèque, où étaient là de conserver les statuts, les pénitenciers et les registres des années précédentes. Le livre contenait des règles claires: jours de jeûne, travail manuel, lecture, confession, prosternation, interdiction de toute humiliation du corps non prévue par les statuts. Les sœurs se tenaient debout autour et regardaient les lignes régulières écrites à l'encre brune. Personne n'a vu dans le livre ce qui se murmurait déjà dans la cour. Le chevalier qui se plaignait s'appelait Roland. Il avait une maison solide sur la colline et un regard sévère sur les gens aux poches vides. Il souhaitait depuis longtemps ajouter à ses champs une étroite bande de terre cultivée par le monastère. Cette bande s'étendait comme une couture entre ses limites et le mur du monastère. Lors d'une bonne année, elle pouvait produire suffisamment de céréales pour passer 2 semaines d'hiver sans souci. C'était important pour le monastère. Roland disait que le monastère ne détenait pas cette terre de droit, car des péchés secrets y étaient prétendument commis. Il ajoutait que sa maison avait besoin de pain pour les hommes qui brandissaient leurs lances pour assurer la sécurité des villages environnants. La sœur à qui cette allusion faisait référence s'appelait Émilie. Elle était au couvent depuis peu, seulement 3 ans. Elle savait lire et écrire mieux que beaucoup d'autres. Avant d'entrer au couvent, elle vivait chez sa tante maternelle et recopiait des livres pour le prêtre de la paroisse en échange de pain et d'un toit. Elle avait la main légère et l'œil vif. Elle se disputait rarement et n'aimait pas les cris dans la cour. Lorsque les messagers apportèrent le coffret, Émilie se plaça dans un coin de la bibliothèque et se mit à examiner le sceau. Elle remarqua immédiatement que l'empreinte sur le cache-sceau ne correspondait pas à celle qu'elle avait vue lors de la collecte de la dîme l'automne précédent. À l'époque, on lui avait demandé d'inscrire un reçu dans le registre et elle avait honnêtement noté à qui appartenait le sceau qui y figurait. Le sceau de Roland avait une entaille sur le bord, comme si une dent était cassée. Le sceau actuel n'avait pas d'entaille. Le soir venu, Agafia convoqua toutes les personnes qui devaient être présentes à la lecture. Elle ouvrit la lettre et annonça que le chevalier avait déclaré avoir enfreint son vœu et demandé un procès ecclésiastique dans 1 semaine. Il avait envoyé un coffret
contenant un mémorandum sur les sanctions applicables à une telle faute, afin que le monastère ne s'écarte pas de la loi. La supérieure répondit que le monastère vivait selon ses règles et non selon les notes de quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle vérifierait le document et préparerait les règles et les registres pour le tribunal. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Ses mains ne tremblaient pas en tenant les pages. Emilia ne dormit pas cette nuit-là. Elle décida de consulter la note. Elle demanda la clé de l'armoire où étaient de conserver les documents controversés. La clé lui fut remise par la bibliothécaire, la sœur Varvara, une femme austère qui faisait tout dans les règles. Émilie déplia le parchemin et vit des lignes régulières. Les lignes contenaient des punitions qui ne figuraient pas dans les statuts, des efforts physiques humiliants, la privation de nourriture au-delà du nombre de jours autorisés, et d'autres mesures. Il y avait aussi des mots qui, par leur sens, ressemblaient davantage au langage chevaleresque qu'au langage ecclésiastique. Émilie s'attarda sur la lettre R. Dans ce R, la ligne inférieure descendait trop bas. C'est ainsi qu'écrivaient les élèves de l'école paroissiale lorsqu'ils se dépêchaient et tenaient leurs plumes trop inclinées. Au couvent, on n'écrivait pas ainsi. On n'écrivait pas ainsi dans les chancelleries. Elle se souvint qu'au printemps, lors de la foire, le scribe du chevalier lui avait demandé un échantillon de son écriture pour une commande de correspondance. Il avait dit qu'il voulait vérifier le prix. Il lui avait demandé d'écrire 2 paragraphes du règlement. À l'époque, elle n'avait pas compris pourquoi. Maintenant, tout s'expliquait. Le matin, Émilie alla voir la mère supérieure et lui dit que la note semblait être un faux. Elle ne discuta pas, elle souligna les détails, le sceau sans la cassure habituelle, les lettres, inhabituelles pour la chancellerie, le terme, qui n'est pas utilisé dans les chartes, mais à la foire, lorsqu'on parle de punition selon la volonté du Seigneur. L'ordre des points, étrangement proche de la description profane des amendes pour les clôtures cassées. Agafia l'écouta. Elle dit qu'elle ferait venir un notaire de la ville et demanderait à ce qu'on fasse venir un témoin qui avait vu le cachet auparavant. Elle ordonna aux sœurs d'ouvrir le débarras où étaient conservés les anciens reçus. À midi, on trouva une trace de la dîme de l'année précédente. Le cachet avait alors effectivement un bris. La rumeur se répandit dans les cours. Le palefrenier Rolana vint chercher du bois et dit dans la cuisine que le propriétaire était prêt à payer la réparation du toit de l'église si le procès avait lieu rapidement. Il dit que Rolana était un homme respectable et que le monastère devait reconnaître ses erreurs. Le soir venu, on frappa à nouveau à la porte. Un homme, vêtu d'un manteau gris et portant une sacoche en cuir, arriva. Il se présenta comme étant le notaire de la chancellerie épiscopale. Il dit qu'il venait sur appel et qu'il allait vérifier la lettre et la note. Il refusa de manger avant d'avoir examiné le coffret. Il dit que le cachet était plus mou qu'il n'aurait dû l'être compte tenu de la date indiquée dans la note d'accompagnement. Il a ajouté que c'était le signe d'une empreinte récente. Entre-temps, une simple préoccupation domestique s'était transformée en un changement de genre. Il arriva aux portes du monastère, ce qui arrive aux portes qui grincent. Elles devinrent non seulement une entrée, mais aussi une frontière à travers laquelle s'exerçait une pression. Le lendemain, un sac de céréales et une courte note apparurent devant les portes. La note indiquait que ce don pieux était destiné à l'achat d'huile pour les lampes. Pendant la nuit, quelqu'un a ouvert le sac dans la remise de la cuisine. Le grain s'est répandu jusqu'au seuil et au-delà. La sœur, qui s'était levée avant l'aube, a trouvé des traces. Elle menait à la porte latérale. Un nouveau cadenas était accroché à la porte, alors qu'il n'avait pas été changé depuis des années. Quelqu'un avait posé le cadenas et changé la serrure pendant la nuit. Cela semblait être un incident mineur, mais c'est ainsi qu'a commencé un thriller quotidien dans un endroit tranquille. Le monastère a compris qu'il n'était pas seulement victime de lettres de menaces. Le même jour, un vieil homme du quartier voisin s'est approché de la porte. Il s'appelait Thomas
et apportait des bottes d'oignons au marché. Beaucoup le considéraient comme un simple d'esprit, car il se trompait dans ses comptes et restait souvent silencieux, même lorsqu'il fallait s'expliquer. Il a demandé à voir la mère supérieure. Il a dit qu'il avait une vieille pierre près du ruisseau, qui avait toujours été considérée comme la limite entre le champ du monastère et celui de Rolanne. Il a dit que la pierre avait récemment été retournée et que désormais, la marque était tournée vers le sol et non vers le soleil. Il a demandé à voir, à l'abri des regards. On le considérait comme un homme sous-estimé, car il ne savait pas s'exprimer avec des mots passionnés. Mais c'est lui qui a apporté la première chose claire qui ne se trouvait pas sur l'étagère avec les papiers. Agafia envoya avec lui 2 sœurs et un frère jardinier qui s'occupaient des pommiers et savaient où la terre retenait l'eau. Il y avait effectivement une pierre près du ruisseau. Une croix y était gravée. La croix était effacée par le sable, comme si on l'avait rayée avec un couteau et un bâton taillé. Le frère jardinier a dit que la pierre avait été retournée récemment. La mousse sur la face inférieure était vivante, ses racines s'accrochaient à l'argile humide. Ils ont soulevé la pierre et ont remis le signe à l'endroit. C'était un petit geste, mais il a remis les choses en ordre. Ce jour-là, Thomas n'était plus un voisin ridicule, mais quelqu'un qui avait su voir à temps quelque chose d'important. Pendant ce temps, le notaire ouvrit le règlement et le pénitentiel sur la table. Il remarqua que dans les livres du monastère, les punitions en cas de violation des vœux répondaient à la règle de la modération. Jeûne, travail, prière, transfert temporaire à l'infirmerie, conversation avec le directeur spirituel. Il a déclaré que la note controversée énumérait des mesures que l'Église n'imposait pas dans les couvents. Il l'a notée. Il a demandé qu'on lui apporte le papier portant le sceau de Roland pour l'année précédente. Il en a vérifié les bords. Il a déclaré que l'ancien sceau présentait une cassure, contrairement au nouveau. Il a pris sa plume et a écrit qu'il voyait des signes de falsification. Le soir, les hommes du chevalier sont arrivés. Ils ont dit au portier qu'ils étaient venus chercher le coffret litigieux car il appartenait à leur maître. Le portier a répondu que le coffret faisait désormais partie de l'affaire et qu'il ne pouvait pas le remettre. Les hommes sont partis, mais pendant la nuit, quelqu'un a jeté une pierre dans la fenêtre de la cuisine. Il n'y avait pas de vitre, mais une peau tendue, et le choc n'a fait que rouler le bord. Cependant, c'était un signe que quelqu'un voulait semer la peur. Le lendemain, la supérieure a ordonné aux sœurs de ne pas discuter près de la clôture. Elle a dit qu'il y aurait un tribunal ecclésiastique et qu'elles devaient faire preuve de discipline et non de bruit. Pendant ce temps, Émilie avait posé son regard sur le bord du mémo controversé et avait vu que le parchemin provenait d'une vieille étagère. Elle avait reconnu le bord, car elle-même avait découpé une feuille de cette pile l'hiver dernier, lorsqu'elle avait recopié la liste des noms des bienfaiteurs décédés. Elle a dit que 2 feuilles de cette pile avaient disparu au printemps. Elle a pensé au scribe Roland, qui avait demandé un échantillon de plumes. Elle a dit à la mère supérieure qu'elle était prête à montrer un échantillon de son écriture et un échantillon de l'écriture du scribe chevaleresque qu'elle avait vu par hasard sur le contrat de vente de chevaux à la foire. Elle se souvenait de 2 signes distinctifs, une boucle trop haute sur le D et une queue supplémentaire sur le T. Entre-temps, un homme que personne n'attendait arriva au couvent. C'était le fils illégitime d'un marchand de la ville, aujourd'hui conseiller municipal. Il s'appelait Oliver. Il dit qu'il passait par là et qu'il avait entendu parler de la dispute. Il raconta que, dans son enfance, il avait vécu 1 mois dans ce monastère chez son cousin et que la mère supérieure Agathie l'avait aidé à obtenir une lettre de son père qui reconnaissait sa paternité. Il dit qu'il n'avait pas oublié que cette année-là, le monastère avait donné du grain à sa mère lorsqu'il s'était retrouvé sans pain. Il avait apporté avec lui un parchemin provenant de la chambre municipale où était conservé le registre des sceaux. Il dit qu'il était prêt à fournir une copie certifiée conforme du registre
où le sceau de Roland était indiqué comme étant brisé. Il est devenu un bienfaiteur inattendu, car personne ne s'attendait à ce que le doyen de la ville intervienne et apporte ce qui manquait au monastère, un document officiel portant le sceau de la ville. Il a demandé à ne rien recevoir en échange. Il a dit qu'il le faisait en souvenir d'une dette passée. Avec ce parchemin, l'affaire prit un nouveau tournant. Le notaire joignit la copie au dossier et fixa la date du procès. Roland répondit qu'il se présenterait avec un conseiller et 2 témoins. Il ajouta qu'il doutait de la pureté de la vie monastique et que la terre servirait mieux le monde si elle était entre les mains de ceux qui savaient la défendre. Pendant les jours d'attente, Émilie trouva dans la bibliothèque un pénitentiel qui était rarement ouvert. Il était plus ancien que les autres et sentait le cuir et la poussière. Dans ce pénitentiel, il y avait des lignes très similaires à celles que le mémorandum controversé tentait de déformer. Il y était dit que la punition pour la chute n'était pas l'affaire de la foule ou de la place publique, mais d'une conversation tranquille et de mesures qui n'humilient pas le corps. Il y était dit que la repentance guérit et ne mutile pas. Emilia posa son doigt sur cette ligne pour la montrer au tribunal. Elle savait que beaucoup de ceux qui n'avaient jamais vu de tels livres croyaient volontiers aux histoires effrayantes sur les monastères. Elle comprenait que les rumeurs arrangeaient ceux qui voulaient s'emparer de ce qui appartenait à autrui. La nuit précédant le procès, un autre incident s'est produit. Dans l'infirmerie, une mèche laissée sans surveillance a pris feu. Le feu s'est propagé au chiffon sec et en un instant, la pièce s'est remplie de fumée. La sœur a poussé un cri, a entendu un craquement et s'est enfuie. Le frère jardinier, qui dormait à proximité, est arrivé en courant avec un seau. Il a versé l'eau sur le mur et le feu s'est éteint. Près de la lucarne, on a trouvé un morceau de chiffon imbibé de graisse. Il brûlait comme de l'huile à lampe, mais était trop épais. Cela ressemblait à une tentative de pousser le monastère à commettre une imprudence pour ensuite dire qu'il y régnait le désordre. Le jardinier a montré le chiffon au notaire, qui a acquiescé en silence. Le jour du procès, il y avait beaucoup de monde à la porte. Roland arriva vêtu d'une cotte de maille sans épaulière, afin de paraître comme un simple maître et non comme un guerrier, bien que son épée fût suspendue à sa ceinture. Il était accompagné d'un conseiller, d'un greffier et de 2 témoins. Le doyen de la ville, Oliver, était également présent. Il avait amené 2 serviteurs et un coffre contenant les registres. Le vicaire de l'évêque, qui devait présider, était également présent. Il s'assit à une longue table et le notaire prit place à côté de lui. La supérieure Agaphia se tenait debout, silencieuse. Les sœurs s'installèrent le long du mur. Émilie tenait près d'elle le pénitentiel et la quittance au sceau brisé. Le vieil homme Thomas se tenait près de la porte, son chapeau à la main, le regard fixé obstinément sur le sol. Roland commença par dire que le monastère ne respectait pas la pureté et qu'en tant que voisin, il ne pouvait tolérer cette honte. Il dit qu'il avait transmis une note avec les sanctions afin que le monastère ne déroge pas aux lois. Il dit que tout cela était motivé par le souci de la paix et du pain de son peuple. Il demanda au tribunal de reconnaître que le monastère devait céder une bande de terre. Le vicaire acquiesça et demanda au notaire d'examiner les documents. Le notaire posa soigneusement 3 documents côte à côte, la note litigieuse, le pénitentiel du monastère et la copie municipale du registre des sceaux. Il déclara que le sceau figurant sur la note litigieuse ne correspondait pas à celui figurant dans le registre municipal, ni à celui figurant sur le reçu de l'année précédente. Il déclara que le langage utilisé dans la note ne correspondait pas aux usages de l'Église. Il a souligné les termes qui ne sont pas utilisés dans les statuts. Il a demandé à Émilie de lui montrer la page du pénitencier où sont mentionnées les mesures punitives. Émilie la lui a montrée. Il l'a lue et a déclaré que le monastère respectait cette règle.
car ces registres ne contenaient aucune mention de punition qui n'aurait pas dû y figurer. Il l'a noté. Le greffier Rolana a demandé la parole et a déclaré que les livres du monastère pouvaient être falsifiés. Il a déclaré que le monastère avait un intérêt personnel. Il a déclaré qu'il y avait des rumeurs sur le péché de la sœur. Le vicaire a demandé s'il y avait un témoin qui avait vu l'infraction, et non une rumeur. Le scribe a répondu qu'il n'y avait pas de témoin. Il a ajouté qu'il voyait une étrange similitude entre les écritures dans les registres du monastère, comme si tout avait été écrit par la même main. Émilie a levé les yeux et a compris où il voulait en venir. Elle a dit que dans les monastères, c'était souvent une seule personne qui tenait les registres, ce qui était normal. Elle a dit qu'elle pouvait reconnaître l'écriture du greffier Rolan. Elle a demandé à voir le contrat de vente des chevaux que le greffier avait affiché à la foire au printemps. Oliver a dit qu'il avait dans son coffre une copie du registre de la foire avec un échantillon de l'écriture. Il a sorti la feuille. Le notaire a comparé deux lettres, D et T. Il a vu les détails dont Emilia avait parlé. Il a dit que la note litigieuse était écrite de la même main que le contrat de la foire, qui provenait du bureau de Rolan. Le vieux Tom demanda la parole. Il dit qu'on avait retourné la borne au bord du ruisseau. Il dit qu'il y voyait une tentative de modifier la frontière. Il dit que la borne avait été remise en place. C'était un récit bref, mais il allait droit au but. Le tribunal l'enregistra comme témoignage. À ce stade, l'affaire était plus claire, mais pas plus facile. Roland poussa un profond soupir et dit qu'il était toujours convaincu que le monastère le gênait. Il dit que son frère avait autrefois confié sa fille illégitime au monastère et que c'était une erreur, car les enfants devaient vivre avec leur famille. Il a dit que le monastère attirait ceux qui devaient appartenir à une maison. Ces mots ont résonné comme une pierre jetée dans l'eau. Emilia s'est figée. Elle savait un secret sur elle-même. Sa mère avait autrefois travaillé pour le frère de Roland, et elle n'aimait pas se souvenir de cette maison. Sa mère était morte quand Emilia était petite, et sa tante l'avait emmenée dans une paroisse, puis dans un monastère. Sa tante lui disait qu'elle avait un père, mais qu'il ne voulait pas la voir. Emilia ne lui avait jamais demandé son nom. Maintenant, tout s'expliquait. Le vicaire regarda Oliver. Celui-ci déplia un autre document. Il y était écrit qu'il y a de nombreuses années, la mère supérieure Agathie avait reçu une lettre dans laquelle un homme reconnaissait sa responsabilité envers l'enfant et demandait une place pour elle à l'école du couvent. Cet homme était le frère de Rolan. Il s'avéra qu'il existait autrefois un autre lien entre le monastère et la maison sur la colline. Le choix d'un homme adulte qui, avant de mourir, avait reconnu sa culpabilité et demandé qu'on donne un toit et une éducation à l'enfant. C'était un revirement de situation caché. Cela ne changeait rien au fond de l'affaire concernant la terre, mais cela changeait le rapport de force dans l'esprit des gens. Celui qui alimentait les rumeurs sur la chute d'un étranger s'est avéré être un homme dont la famille avait demandé la miséricorde au monastère dans le passé. Roland changea d'expression. Il déclara qu'il ne reconnaissait pas ce document car il était ancien. Le notaire répondit que le document était certifié par un sceau et des témoins. Oliver confirma que l'enregistrement se trouvait dans les archives municipales. Le tribunal en prit note. Le frère jardinier a ensuite demandé la parole. Il s'exprimait rarement, mais il a déclaré que le monastère possédait une autre chose que peu de gens connaissaient. Il a montré un rouleau. Il contenait une bande de tissu marquée des dates des automnes passés. Sur cette bande, on marquait autrefois l'endroit où l'ombre de la vieille tour tombait le jour de la Saint-Michel. C'est en fonction de cette ombre que les habitants se partageaient l'eau pour l'irrigation. L'ombre tombe exactement sur la limite du champ de Rolan. 3 vieillards, encore en vie, se souvenaient de cette règle. Ils s'approchèrent et acquiescèrent. C'était une méthode paysanne simple, mais elle était plus ancienne que les ambitions actuelles. Le héros méconnu
n'était pas seulement un homme, mais aussi une pratique simple que tout le monde considérait comme rustique. Elle a aidé le tribunal à comprendre que la terre ne devait pas être déplacée à la guise de quelqu'un. Le tribunal se retira pour une brève délibération. Personne n'avait disposé d'objets superflus autour de lui. Il n'y avait pas une abondance de livres. Il y avait quelques papiers clairs, une borne, une bande de tissu, un pénitentiel, un reçu, une copie municipale. À son retour, le vicaire a déclaré qu'il voyait des signes de falsification dans la note présentée par Roland, que les statuts du monastère et le pénitentiel ne confirmaient pas les rumeurs de perversion secrète, mais au contraire montraient la mesure et l'ordre, et que la limite du terrain était confirmée par d'anciens repères et des témoins. Il déclara que le monastère conservait la terre et que la note était jugée irrecevable. Il ajouta qu'en raison de sa tentative de falsification et de ses agissements inquiétants à la porte, Roland était tenu de présenter des excuses publiques au monastère et de payer la réparation de la fenêtre de cuisine endommagée, ainsi que la nouvelle vaisselle pour la salle commune de l'hôpital. C'était une conclusion claire qui ne reposait pas sur des miracles, mais sur des faits et des décisions humaines. Après le procès, la cour semblait vide. Les serviteurs de Roland sont partis sans lever les yeux. Le vieux Thomas s'est assis contre le mur et a frotté longuement son chapeau avec ses mains. Les sœurs se sont dispersées pour vaquer à leurs occupations, certaines au potager, d'autres à l'infirmerie, d'autres encore à la buanderie. Il semblait que les choses habituelles avaient repris leur cours normal, mais l'affaire n'était pas encore terminée. Le soir même, Émilie remarqua que 2 cahiers avaient disparu de l'armoire. Ils contenaient les registres des dons de pain et des dons en argent des derniers mois. Ce n'étaient pas les livres principaux, mais ils étaient importants pour la mémoire. Émilie s'inquiéta. Elle alla voir la supérieure et lui dit que les papiers avaient disparu. Agafia ordonna de vérifier discrètement les coins de la maison, sans faire de bruit. Elle dit qu'après un procès public, il y avait toujours des tentatives cachées de nuire. Elle envoya le jardinier regarder dans le bûcher et près du puits, où l'on cache parfois des papiers pour les récupérer plus tard. 1 heure plus tard, le jardinier revint avec un chiffon dans les mains. Dans le chiffon se trouvaient 2 cahiers reliés par de la ficelle. Il les avait trouvés derrière le tonneau où l'on stockait les copeaux de bois. Emilia feuilleta les pages et vit que 2 endroits du livre avaient été corrigés par une main étrangère. La correction concernait la mention du grain qui était arrivé pendant la nuit avec une courte note. Dans la partie corrigée, il était indiqué que le don avait été fait par un homme de la maison de Roland et qu'il avait déjà apporté des dons similaires. Cela créait une fausse habitude et pouvait ensuite aider à inventer une histoire sur la dépendance du monastère envers le chevalier. Emilia s'assit silencieusement à la table et recopia les lignes correctes, ajoutant en bas la mention du notaire pour la confirmer. Le lendemain, Roland se présenta lui-même à la porte. Il laissa son épée dans son fourreau et n'entra pas dans la maison. Il dit qu'il était venu pour exécuter la décision du tribunal. Il dit qu'il avait apporté de l'argent pour réparer la fenêtre et la vaisselle de l'hôpital. Il tendit un sac. Il dit qu'il était prêt à reconnaître publiquement que la note n'était pas conforme au règlement et qu'il avait mal agi. Il demanda que cette reconnaissance soit consignée par écrit et lue lors de la foire dominicale, où les gens se rassemblent. La supérieure acquiesça. Elle dit que le monastère ne souhaitait le malheur de personne et que cette reconnaissance suffirait. Elle demanda à Émilie de rédiger un court texte à lire sur la place. Le dimanche, une foule se rassembla sur la place. Les tambours ne sonnèrent pas. La cloche de l'église tinta régulièrement. Le héros lut le texte et annonça que le chevalier avait reconnu son tort et demandait pardon au monastère pour la fausse note et pour avoir fait pression. Il a déclaré que la compensation pour les dommages causés avait été acceptée et qu'elle serait utilisée pour les besoins généraux de l'infirmerie. Les gens ont écouté en silence, puis quelqu'un a toussé. Les rumeurs de perversion secrète n'ont pas disparu en un instant.
mais elles ont perdu de leur force. Elles n'avaient plus rien pour les soutenir. Après tout cela, Emilia reprit ses activités habituelles, mais celle-ci avait changé. Elle comprit que sa vie était désormais liée à la maison sur la colline par un fil étroitement tissé. Elle apprit que c'était le frère de Rolanna qui lui avait autrefois ouvert la voie vers le monastère. Elle ne voulait pas remuer le passé, mais les faits étaient là, sous ses yeux. Un jour, une femme âgée en foulard est venue dans le potager. Elle a dit qu'elle avait autrefois travaillé pour la mère d'Emilia et qu'elle savait comment s'appelait celui qui avait laissé de l'argent pour l'entretien. Elle a prononcé le nom du frère de Rolanne. Elle a dit qu'il craignait le déshonneur et qu'il agissait donc par l'intermédiaire d'autres personnes plutôt que directement. Emilia entendit cela et ne pleura pas, car les larmes ne changeaient rien. Elle se rendit à la bibliothèque et rédigea une brève note pour elle-même. Elle nota que la connaissance de ses origines ne devait pas nuire à l'affaire. Oliver resta au monastère un jour de plus. Il dit qu'il allait vérifier en ville s'il restait des documents liés à cette histoire afin de clore définitivement le sujet. Il dit que la communauté pouvait compter sur son aide si de nouveaux doutes surgissaient. Il demanda à Emilia de lui montrer comment elle avait distingué la falsification à partir des lettres. Il écoutait attentivement, comme on écoute dans une boutique lorsqu'on apprend une nouvelle mesure de poids. Il dit qu'il voulait enseigner cela à 2 jeunes copistes de l'administration municipale afin qu'ils ne prennent pas pour authentiques les documents dans lesquels la lettre T s'étire inutilement. Ainsi, ce talent caché contre le statut devint une leçon non seulement pour le monastère, mais aussi pour la ville. Le vieil homme Tom est quant à lui devenu une personnalité au marché. Les gens vinrent le voir pour lui poser des questions sur les pierres et les ombres. Il leur montrait avec réserve comment observer la mousse à la base des pierres, comment comprendre l'heure et la mesure à partir de l'ombre de la tour, comment se souvenir de l'endroit où l'ombre se pose le jour de la Saint-Michel. Les gens cessèrent de se moquer de ses hésitations. Il devint celui qui maintenait l'ancien ordre dans les nouveaux conflits. Le héros méconnu cessa d'être un sujet de plaisanterie. Des changements se produisirent également dans la maison de Roland. Le conseiller quitta discrètement son poste. On disait qu'il conseillait d'utiliser la peur plutôt que la loi. Il fut remplacé par un jeune homme de la ville, apprenti notaire, qui savait lire et n'aimait pas que l'on plie le papier selon la volonté d'autrui. Roland a commencé à observer ces gens avec plus d'attention. Il a veillé à ce que l'un de ses serviteurs, qui aimait fouiller dans les coffres des autres, ne revienne pas à la porte du monastère pendant la nuit. Après tous ces événements, le monastère procéda à un examen interne, non pas pour punir, mais pour renforcer l'ordre. La supérieure déclara que les rumeurs sur la vie secrète devaient cesser sur le seuil où se trouvaient les statues et le pénitentiel. Elle ordonna de lire plus souvent les règles à haute voix, afin que les sœurs et les voisins n'aient aucune raison d'inventer des histoires. Elle a ordonné de rendre visite à l'infirmerie à ceux qui avaient survécu à l'incendie et de remplacer les vieux vêtements par des neufs, afin que personne ne tente de répéter le même malheur. Elle a installé une nouvelle lampe avec un large bol afin que la mèche ne tombe pas. Depuis lors, Émilie notait dans son cahier non seulement le pain et le beurre, mais aussi la façon dont les rumeurs naissaient et s'éteignaient. Elle nota que la rumeur était utile à ceux qui voulaient s'approprier rapidement ce qui appartenait à autrui. Elle nota que les règles et la pénitence n'étaient pas des livres lourds à ranger sur une étagère, mais de simples mesures qui régissaient la vie, comme une corde à mesurer, régissait la longueur d'un morceau de tissu. Elle nota que le repentir ne devait pas être transformé en spectacle. Si quelqu'un tombe, on travaille avec lui en silence, sans humiliation. C'était ainsi dans le livre, et c'était ainsi dans la vie, lorsque la supérieure discutait avec les sœurs de leur faiblesse. 1 mois plus tard, une lettre d'une femme d'un village voisin est arrivée au couvent. Elle écrivait que sa fille voulait apprendre à écrire et qu'elle craignait les rumeurs.
Elle demandait d'accueillir la fillette au moins pour l'hiver. Agafia a lu la lettre et a longuement réfléchi. Elle a dit à Emilia que la place dans la classe était trop petite, mais qu'elle pouvait faire un banc pour la fillette dans la bibliothèque. Elle ordonna de préparer des plumes et de l'encre. Emilia sourit. Elle dit qu'elle apprendrait à la petite fille à regarder les lettres de manière à voir non seulement les mots, mais aussi les mains qui les écrivent. Elle dit qu'il était important non seulement de lire, mais aussi de comprendre qui écrit et pourquoi. Un jour, Emilia se rendit au ruisseau pour regarder la borne. L'eau murmurait doucement. Un rayon de soleil éclairait la pierre. La croix, qui était auparavant cachée, était désormais visible et l'ombre d'une branche se projetait dessus. Emilia passa son doigt sur la pierre. Elle pensa que certaines choses valaient mieux rester à leur place sans être touchées par des mains sales. Elle se souvint du jour où elle avait vu la petite queue superflue sur la lettre T et pensa que parfois, ce n'était ni l'épée ni le cri qui sauvaient, mais l'œil qui n'aimait pas le faux. Quelque temps plus tard, Roland envoya au monastère une charrette chargée de planches de bois. Il écrivit que c'était pour réparer la vieille grange qui s'affaissait depuis longtemps. Il ne demanda pas de remerciements. Il n'écrivit pas de belles paroles. Il fit simplement ce que devait faire quelqu'un qui vivait à proximité de la communauté. Personne ne s'est mis à chanter ses louanges. Les planches ont été déchargées de la charrette et leur nombre, leur épaisseur et leur longueur ont été notés dans la liste de réception. Bientôt, la ville commença à collecter du grain en prévision d'une mauvaise récolte. Oliver demanda au monastère de céder une partie de sa récolte pour les entrepôts communs, promettant de délivrer des reçus. Le monastère accepta, dans la mesure où cela ne nuisait pas à l'hôpital. Les reçus furent délivrés sur du papier de bonne qualité. Le cachet portait la même cassure qui avait autrefois permis d'arrêter la falsification. Emilia vérifia la ligne de cassure et sourit, satisfaite de son travail. Elle n'aimait pas les histoires bruyantes, mais elle aimait que les choses soient à leur place. La vie reprit son cours normal. Pour la fête des saints apôtres, on prépara dans la cuisine une soupe épaisse, avec des légumes et une poignée de céréales. Le soir, les sœurs séchaient le linge dans la cour. Dans la bibliothèque, on entendait le bruissement régulier des plumes. Dans la salle de l'hôpital, on avait déplacé les bancs pour élargir le passage et installer une nouvelle étagère pour les herbes. Tout cela était simple, mais c'est précisément de cela que se compose la vie. Lorsque le vent s'est intensifié à l'approche de l'hiver, les enfants du voisinage ont commencé à venir dans la cour pour demander de l'eau bouillante pour leur bouillotte. On leur en versait. On leur donnait un morceau de pomme séchée. Et personne ne se souvenait de ces semaines de tension, car il faisait chaud dans la maison. Mais dans la bibliothèque, il restait le cahier qu'Emilia tenait. Il contenait les éléments essentiels qui avaient permis au monastère de tenir bon. La règle au lieu de l'ouïe, le pénitencier au lieu du mythe, la borne au lieu de la volonté étrangère, l'ombre de la tour au lieu des voix, le sceau de la ville au lieu des mots riches, la voix calme de la mer supérieure au lieu du bruit. Il y avait aussi un petit mot qui disait que parfois, dans les disputes, ce n'est pas celui qui est riche qui gagne, ni celui qui parle fort, mais celui qui voit et ne détourne pas le regard. Avec le temps, les rumeurs de perversion secrète ont fini par ressembler à une mauvaise histoire que l'on répète par habitude sans y croire soi-même. Aux foires, certaines personnes racontaient qu'on avait autrefois trouvé des choses horribles chez les voisins d'un monastère similaire. Quelqu'un répondait alors que dans les livres du monastère, les punitions étaient simples, qu'on ne mutilait pas les corps, que les punitions étaient infligées pour corriger et non pour le spectacle. Et la conversation s'arrêtait là. Emilia vieillissait lentement. Sa main restait régulière. Sa lettre comportait peu de fioritures et aucune fioriture superflue. La petite fille du village voisin avait appris à lire et à écrire. Elle distinguait les lettres et, comme son institutrice, voyait où la main était honnête et où elle mentait. Un jour, au printemps,
Emilia aperçut Roland dans la ville. Il marchait lentement, sans escorte. Il s'arrêta sur le pont et regarda l'eau. Il la remarqua et lui fit un signe de tête. Il ne s'approcha pas, ne commença pas à parler du passé. Il se contenta de hocher la tête, comme le font les gens qui ont compris quelque chose d'important dans leur vie et qui le gardent désormais en silence. L'histoire, qui avait commencé par une petite querelle familiale et un mémo étranger, s'est terminée par le fait que chacun a reçu sa part. Le monastère a conservé ses terres. Le mensonge sur les punitions s'est effrité comme du vieux cache-système au soleil. Un bienfaiteur inattendu est arrivé à temps et a donné le document sans lequel l'affaire aurait pu être classée. Le talent caché de la copiste est devenu un bouclier plus fort que n'importe quelle clôture. Le voisin sous-estimé a montré la borne et a ainsi rendu la clarté aux gens. Le lien familial caché n'est pas devenu un motif de chantage, mais un rappel discret que la faute de l'un avait autrefois été rachetée par l'attention des autres. Et si quelqu'un veut à nouveau déplacer la frontière d'autrui, inventer à nouveau des punitions terribles ou apporter à nouveau un sac de céréales pendant la nuit pour ensuite parler de dépendance, il y a désormais, à la porte de ce monastère, un ensemble d'objets difficiles à contourner. Une pierre surmontée d'une croix, l'ombre de la tour qui tombe là où elle doit tomber, les statues qui sont ouverts devant tout le monde, le pénitentiel où il est clairement dit que le corps ne doit pas être brisé pour le spectacle, et le cahier aux lignes régulières où il y a toujours de la place pour une note précise. Ces objets maintiennent l'ordre mieux que n'importe quel cri. C'est ainsi que s'achève cette histoire, dans laquelle la punition n'est pas devenue une humiliation, la repentance n'est pas devenue une rumeur, et la justice n'est pas née de la colère, mais de la cohérence. Elle n'est pas venue par hasard, elle a été créée par les gens, par leurs choix et leurs actions. Et c'est là que réside sa force.